Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Seyss et je suis chercheur au CNRS, mais comme je le disais dans mes vidéos du printemps, ce que je m'apprête à vous dire là, ce n'est que mon avis personnel, et ça n'engage pas spécialement le CNRS, c'est pas l'avis du CNRS. Parce que donc j'avais fait ces 5 vidéos au printemps pour cette histoire de chloroquine et Covid-19. J'estimais qu'il était nécessaire de démentir ces rumeurs pseudo-scientifiques qui circulaient sur une prétendue efficacité de ce traitement contre le Covid-19. Bon, là, à la fin de l'été, on a quand même tous, enfin je pense que la plupart des gens ont bien compris qu'en fait c'était juste un gros mensonge depuis le début, puisqu'on a vu tout au long de l'été des études indépendantes et puis partout dans le monde et non biaisées, qui ont toutes évalué l'efficacité de ce traitement et qui ont toutes conclu qu'il n'était pas efficace. Et donc je pense que la plupart des gens ont bien compris qu'en fait ce labo Raoult à l'IHU de Marseille, là c'était des gens qui racontaient n'importe quoi. Et franchement, enfin on le savait depuis le début, hein, c'était quand même assez prévisible. Vous vous souvenez qu'au début c'était les mêmes personnes qui nous disaient que l'épidémie ne sortirait pas de Chine. On a vu le résultat. Et une fois arrivé en France, ils nous ont dit oui mais elle fera pas beaucoup de morts en France, on a vu le résultat. Après que ce fameux traitement serait efficace, on a vu le résultat. Et à la fin du printemps, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague épidémique, et le résultat on le voit maintenant. Et comme on pouvait s'y attendre aussi, j'en parlais un peu dans ma vidéo du 6 mai, ces gens-là ont visiblement pas l'intention d'avouer qu'ils ont menti les premières fois, donc en fait ils rajoutent des mensonges pour couvrir les mensonges précédents. Et donc, bon, j'ai pas trop suivi leurs vidéos tout l'été, mais là apparemment ils en sont à raconter que maintenant, si la situation est en train de s'aggraver à Marseille, c'est qu'il y a un nouveau variant du virus, spécifiquement marseillais, qui serait responsable de la flambée épidémique à Marseille. Non, évidemment, c'est à nouveau n'importe quoi. En fait, l'épidémie est en train de reflamber un peu partout, partout en France où on a trop relâché après le déconfinement. Donc à nouveau, bon voilà, ils sont en train de raconter n'importe quoi, mais c'est le cas depuis le début. Alors, puisque la situation est un peu en train de se décanter sur cette histoire de chloroquine et Covid-19, c'est aussi le moment de faire un peu le tour de la question. Et il se trouve que j'ai donné un cours à des étudiants de l'université de Montpellier le 28 septembre sur ces questions-là et les ramifications que ça a pu avoir après dans la société, dans la politique, etc. Cette histoire de fraude scientifique qui a déboulé dans le débat public. Et donc ce cours, donc, je l'ai donné fin septembre et j'ai mis mon diaporama en lecture publique. Donc je vous mets le lien là dans le descriptif YouTube. Ce diaporama, j'ai essayé de le rendre très didactique, d'éviter le jargon. Et aussi, pour tous mes argumentaires, quand je donne un argument, j'essaye de donner la source à chaque fois, la source primaire, et les liens sont cliquables, vous pouvez aller regarder les infos primaires. Donc si vous voulez vous faire une idée par vous-même, et c'est toujours un excellent réflexe, je pense que ce document pourrait vous intéresser. Voilà, et donc je voulais parler, donc on va peu parler de ces histoires de Raoult aujourd'hui, parce que finalement je pense que maintenant la plupart des gens ont compris à qui ils avaient affaire. On va plutôt parler de cette histoire de deuxième pic épidémique, puisque à la fin de l'été, à la rentrée, là on a vu apparaître un nouveau personnage, qui est venu aussi raconter sur les plateaux télé qu'il n'y aurait pas de deuxième pic épidémique. C'est ce professeur Toussaint, donc qui est lui aussi professeur de médecine. Donc les gens a priori ont envie de lui faire confiance, ils disent c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et donc il est venu nous donner un argument qui, à première vue, est effectivement correct. C'est-à-dire qu'il nous dit que si on regarde, donc effectivement en fin d'été on commençait à revoir monter le nombre de cas journaliers de malades. Et donc il nous dit si on regarde l'augmentation, l'accélération du nombre de cas, elle est supérieure à l'accélération du nombre de nouveaux décès dus à la maladie. Et donc, selon lui, ça voulait dire qu'il n'y aurait pas de deuxième pic épidémique, ou que si on avait un, ce ne serait pas dangereux, il ne faudrait pas s'en inquiéter, puisque de toute façon, il ferait peu de morts. Et là, franchement, ça témoigne à nouveau soit d'une grande incompétence, soit d'une grande malhonnêteté. Et ça s'explique en une minute, et vous allez voir ça, je vous présente ça tout de suite. On le sait, dans une épidémie, au début de l'épidémie, tant que la population n'a pas adapté son comportement, et tant que la population est globalement peu immunisée, l'augmentation du nombre de nouveaux cas tous les jours est exponentielle. Donc c'est la courbe qui est représentée ici en rouge. Donc en X, donc en abscisse, vous avez les dates, et en ordonnée, vous avez le nombre de nouveaux cas tous les jours. Donc une augmentation exponentielle, et l'exponentielle, ça accélère très vite. On peut mesurer l'accélération à la pente de cette tangente ici, donc la flèche rouge. Et l'exponentielle, c'est une fonction qui est bien connue, hein, et elle a plusieurs propriétés qui sont intéressantes, et notamment, c'est que ça accélère très vite, et en fait même l'accélération de l'exponentielle est elle-même une exponentielle. Donc l'accélération accélère, et l'accélération de l'accélération également, etc. Ce qui signifie que donc ça accélère de plus en plus vite. Ce qui implique notamment que si on regarde l'exponentielle à un temps un peu plus précoce, donc c'est la courbe, la flèche en bleu ici, et bien l'accélération était plus faible à ce moment-là. Et ça c'est une propriété de l'exponentielle. Maintenant, si on s'intéresse non plus aux nouveaux cas chaque jour, mais aux nouveaux décès dus à la Covid-19 chaque jour, donc c'est la courbe qui serait en bleu, évidemment les deux courbes sont décalées, parce que quand quelqu'un attrape le Covid-19 et qu'il va en mourir, il n'en meurt pas instantanément. Pour cette maladie, il y a à peu près un délai d'environ 3 semaines entre l'apparition des symptômes et la mort de ceux qui en meurent. Et donc il y a un décalage de 3 semaines entre les deux exponentielles. Ce qui implique que si à une date donnée,
on regarde l'accélération de l'exponentielle, eh bien l'accélération de la rouge est supérieure à celle de la bleue. C'est pas parce que l'épidémie est en train de devenir moins violente, c'est pas parce qu'elle est en train de tuer de moins en moins de monde, c'est juste qu'on est en train de regarder deux exponentielles qui sont décalées dans le temps. Et c'est aussi bête que ça. Et là franchement, bon, les propriétés de l'exponentielle, c'est au programme de maths de lycée. Et donc ce monsieur Toussaint qui est professeur de médecine, il maîtrise pas le programme de maths de lycée. Donc on peut un peu se soucier de ce qu'il enseigne à ses étudiants. Alors un autre truc dont j'avais envie de parler et qui a fait l'actualité dernièrement, c'est que Donald Trump, président actuel des États-Unis, a attrapé le Covid-19 et qu'il a subi un traitement un peu expérimental avec des anticorps de synthèse. Alors, il a déclaré les symptômes il y a une dizaine de jours, et habituellement, quand les cas s'aggravent, c'est au bout de 7 à 10 jours. Et donc lui, visiblement, là, il est à peu près en forme au bout de 10 jours, donc sans doute qu'il va faire partie des gens qui vont s'en sortir. Il a sans doute passé le pic le plus dangereux. Mais ça, à nouveau, bon, c'est pas spécialement surprenant, vous vous souvenez, hein, de cette maladie, 99 à 99,5% des gens vont y survivre. Et dans cette tranche d'âge, celle de Donald Trump, et avec ses problèmes de santé et d'obésité, c'est plutôt 90% des gens qui survivent et 10% qui en meurent. Mais bon, quand même la majorité des gens y survivent, et donc sans doute qu'il va faire partie de ces 90%. On peut lui souhaiter. Non, un autre truc dont je voulais parler, et qui est beaucoup moins certain pour le coup, c'est que il a déclaré qu'il était immunisé contre le Covid-19 et qu'il ne pouvait plus attraper la maladie. Et ça, c'est beaucoup moins clair. Alors d'une part, il y a le fait que certaines personnes, apparemment, c'est arrivé, c'est rarissime, mais c'est arrivé que certaines personnes puissent réattraper le Covid-19. Il y a eu une vingtaine de cas documentés sur des millions et des millions de malades à l'échelle de la planète. Donc c'est vraiment rarissime. Je pense que des gens comme vous et moi, si on l'attrape et qu'on y survit, on ne devrait pas le réattraper. Mais de façon très rare, ça arrive. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour Donald Trump. Parce que lui, dans son cas, les anticorps qui ont neutralisé le virus, ils n'ont pas été fabriqués par ses cellules immunitaires, ils ont été fabriqués dans une usine, ils ont été injectés. Donc c'est des anticorps de synthèse, donc fabriqués pas par son système immunitaire. Or, c'est les cellules immunitaires qui sont responsables de la mémoire immunitaire. En fait, les anticorps eux-mêmes, ils persistent pas très longtemps dans la circulation, quelques semaines. Alors que les cellules qui peuvent produire ces anticorps, elles persistent pendant très longtemps. Ce qui signifie que, en fait, c'est les cellules qui sont responsables, de la mémoire immunitaire. Ce qui implique donc que si il s'est fait injecter les anticorps de synthèse suffisamment tôt, les anticorps de synthèse ont neutralisé le virus, alors même que son système immunitaire n'avait peut-être pas encore monté de réponse immunitaire. Et donc peut-être que le système immunitaire n'a pas eu le temps de mettre en place cette mémoire immunitaire, et que déjà bon, le traitement synthétique avait inactivé le virus. Donc il est tout à fait possible, enfin après, là on est vraiment dans les spéculations parce que c'est expérimental. Il y a eu apparemment environ 250 patients à qui on avait fait tester ce traitement expérimental au départ pour voir si c'était pas trop toxique. Mais après, à Donald Trump, quelqu'un de cet âge-là et tout, je pense que c'est un peu le seul cobaye au monde qui a expérimenté ça dans son état de santé à son âge. Donc on ne peut pas tellement être sûr, mais en tout cas il me semble qu'il y a une probabilité tout à fait non négligeable qu'il ne soit pas immunisé. Parce qu'en fait, il a bénéficié d'un apport extérieur qui l'a protégé contre le virus, mais ce n'est pas ses propres cellules. Ce qui impliquerait qu'il pourrait retomber malade. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est à nouveau lui réinjecter des anticorps de synthèse. C'est peut-être un peu dangereux, et c'est surtout très coûteux. Après tout, bon, c'est sans doute le contribuable américain qui paye, c'est pas son portefeuille à lui, peut-être que lui il s'en fiche. Alors, en conclusion, le premier truc dont j'avais envie de parler, c'est ces professeurs de médecine qui viennent dans les médias pour raconter n'importe quoi. Et franchement, c'est inquiétant, parce que c'est à eux qu'on confie la formation des médecins du futur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de ce monsieur Toussaint qui comprend pas le programme de maths de lycée. On se souvient aussi des professeurs Raoult et Perron, eux aussi professeurs de médecine. Hein. Au début de l'été, ils nous ont raconté que une petite étude avec des petits effectifs était plus significative qu'une grosse étude avec des gros effectifs, avec une définition un peu bancale de significatif. Et là aussi, c'est juste, c'est n'importe quoi. Alors, ça se base sur un truc qui est vrai, mais qu'ils ont mal compris visiblement. C'est que une petite étude avec des petits effectifs ne pourra avoir que des gros effets. Si l'effet est petit, eh bien, il ne sera pas détecté, il n'apparaîtra pas significatif si les effectifs sont petits. Alors qu'une grosse étude avec des gros effectifs, pour avoir évidemment des gros effets, elle pourra également détecter des petits effets, parce qu'elle aura la sensibilité pour les détecter et les voir significatifs. Donc ça c'est vrai. Mais évidemment, si un effet est suffisamment gros pour être vu par la petite étude, eh ben, il doit être vu a fortiori par la grosse étude. Et là en fait c'était que Raoult et Perron nous expliquaient pourquoi les grosses études qui étaient indépendantes de leur labo ne retrouvaient pas les mêmes résultats que toutes ces études disaient que la chloroquine ne marchait pas. Et donc ils venaient nous dire que oui, mais leurs petites études, alors qui étaient avec des effectifs ridiculement petits et qu'en plus ils avaient bidonné, mais ça c'est encore une autre histoire,
leurs petites études étaient d'une certaine manière supérieures à ces grosses études. Mais ça, ils ont juste rien compris. Et là, franchement, c'est pareil, un lycéen me dirait ça, je lui dirais, t'as pas compris, quoi. Et eux, ils sont professeurs de médecine. Alors, et il y a quand même un autre truc aussi, c'est qu'il y a un pattern un peu qui émerge dans tous ces mensonges, Toussaint, Raoult, Péronne, c'est qu'à chaque fois, ces histoires-là, bah, c'est des mensonges qui sont agréables à entendre. C'est des choses qu'on a envie d'entendre. Au début, on nous dit l'épidémie sortira pas de Chine, ça tombe bien, on habite en France. Elle fera pas beaucoup de morts, bah, ça tombe bien, on voulait rester vivant. On a trouvé un remède miracle, génial, et puis il n'y aura pas de deuxième pic épidémique, puisque la fin du confinement c'était la fin de la maladie, super. Donc chaque fois c'est des choses qu'on a envie d'entendre, et ça explique certainement la popularité de ces gens et de leurs mensonges dans les médias. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de personnages, et de ce genre de mensonges agréables à entendre. Il vaut toujours mieux une vérité difficile à entendre, plutôt qu'un mensonge qui est agréable à entendre. Un autre truc sur lequel j'avais envie d'insister un peu dans la conclusion, c'est que visiblement là, contre cette maladie, il n'y a pas de remède miracle. En tout cas, il y en a pas encore, on n'en a pas encore trouvé. Et on en a eu pourtant beaucoup dans les médias, des gens qui sont venus nous annoncer de façon fracassante Remdesivir marche, tocilizumab, chloroquine, tous ces trucs-là. Et à chaque fois que des études indépendantes d'eux viennent vérifier, en fait, jamais ça marche. Et la bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'il y a quand même eu des améliorations. Mais c'est pas dû à ce héros romantique dans le coin de son labo, Eureka, j'ai trouvé le truc qui va sauver l'humanité. Non, non, les vraies améliorations, eh ben, ça a été dans les services de réanimation avec la pratique au quotidien, donc des gens qui ont amélioré l'usage des anti-inflammatoires, amélioré l'usage aussi de l'oxygénation artificielle. Maintenant, ils font plus d'intubation profonde, ça a l'air d'améliorer le pronostic des patients. Visiblement, il y a eu des vraies améliorations, mais c'est les gens dont on n'entend pas parler qui sont à l'origine de ces améliorations. En fait, tous ceux qui viennent sur les plateaux télé nous dire on a trouvé un truc, en fait, systématiquement c'était faux. Et les vrais héros dans cette histoire, en fait, on les a pas vus. Donc il y a eu des petites améliorations dans la prise en charge des patients. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Malheureusement, ça ne suffira pas à guérir tout le monde, à soigner, à sauver tout le monde. Et c'est aussi pour ça, je voulais finir là-dessus, c'est que de remède miracle, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. S'il y en a un, on ne le connaît pas encore. Et donc, le seul truc qui marche vraiment pour se protéger contre les effets néfastes de cette maladie, c'est encore de ne pas attraper la maladie. D'où l'intérêt de porter un masque, d'où l'intérêt d'éviter d'éviter les rassemblements et de favoriser la distanciation. Et là aussi, on a eu cet été toute une série de théories fumeuses sur le fait que le masque serait inutile et serait même nocif. Bon, oubliez toutes ces bêtises. Non, non, le masque est utile et figurez-vous que c'est le moyen le plus efficace qu'on ait trouvé pour le moment pour se protéger des effets de cette maladie. Donc, oubliez la chloroquine et privilégiez le masque.